Aujourd'hui, Coupé t'apprend comment faire un bandage pour immobiliser un membre pelvien. Tout d'abord, la réalisation d'un bandage nécessite dans la grande majorité des cas, d'administrer une sédation au patient afin qu'il soit le plus immobile possible pour vous permettre de faire le meilleur bandage possible. Je vous recommande, pour établir votre protocole de sédation, d'utiliser l'outil qui est mis gratuitement à la disposition des partenaires Coupé. L'outil s'appelle les protocoles de sédation et anesthésie. Dans le tableau Excel qui est mis à votre disposition gratuitement, vous pouvez rentrer le poids de votre animal et puis ça va calculer tout seul les recettes recommandées pour administrer une sédation adéquate à l'exécution d'un bandage. Il y a un onglet réservé dans le tableau Excel pour les sédations. Il y a des scénarios avec des animaux aussi qui ont des conditions qui limiteraient l'utilisation de certaines drogues, par exemple les souffles cardiaques. Il y a aussi des protocoles pour les animaux qui sont particulièrement anxieux ou agressifs. Donc, je vous invite à consulter cet outil. Il est très utile. Si vous n'êtes pas déjà partenaire, c'est gratuit de le devenir. Donc, simplement envoyez-nous une demande de partenariat et vous pourrez commencer à utiliser l'outil régulièrement. La recette de sédation que je préfère, je combine généralement un opioïde, habituellement la méthadone, avec de la dexmédétomidine. Leur effet synergique est très intéressant dans un contexte de bandage pour immobiliser par exemple une fracture, puisqu'on a une forme d'analgésie et de sédation là, de par la combinaison de ces deux drogues-là. Le protocole que j'utilise le plus souvent, c'est de la méthadone à 0,3 mg par kilo et de la dexmédétomidine à 5 microgrammes par kilo. Je combine les deux drogues ensemble et très souvent, je l'administre au point GV20 qui est sur le dessus de la tête. Chez les chats, il n'est pas rare qu'on utilise plutôt la voie d'administration intramusculaire. On a l'impression parfois que chez les chats, le GV20 là, fonctionne un petit peu moins bien. Donc, libre à vous, en fait, d'administrer votre sédation à la dose et par la voie qui vous convient le mieux. Maintenant que notre animal est sédaté, on est rendu à l'étape de lui faire son bandage d'immobilisation. Il y a des principes de base à respecter quand on fait un bandage pour immobiliser une fracture. Si l'immobilisation est faite de manière définitive, c'est-à-dire que c'est le bandage qui va permettre à notre fracture de guérir, c'est très important de respecter les principes de coaptation externe. Le plus grand principe à respecter, c'est celui d'immobiliser l'articulation qui est au-dessus et l'articulation qui est en dessous du site de fracture. Donc, si par exemple, on a une fracture au niveau du radius et de l'ulna chez un patient, ça va être primordial d'immobiliser le coude ainsi que le carpe, donc d'avoir un bandage qui va être au-dessus du coude puis qui va immobiliser complètement les doigts pour vraiment avoir l'effet le plus optimal possible au niveau du site de fracture. Pour un tibia, ça va être important, de par le même principe, d'immobiliser le genou ainsi que la cheville, donc le tarse, c'est-à-dire que votre bandage va être au-dessus du genou, puis vous devriez couvrir complètement les orteils pour bien immobiliser une fracture au niveau du tibia. Les mêmes principes s'appliquent lors d'une immobilisation en vue d'une chirurgie, mais si jamais c'est plus difficile d'immobiliser l'articulation proximale à votre site de fracture, que ce soit le coude ou le genou, pas de panique, on est plutôt dans un scénario d'optimisation du confort de ce patient-là en attendant sa chirurgie. Donc, c'est moins un enjeu côté gestion du patient, mais surtout évolution de la guérison, d'immobiliser et l'articulation proximale et l'articulation distale à votre site de fracture. J'ai parlé du radius ulnar, j'ai parlé d'une fracture de tibia fibula. J'évite volontairement de parler en fait de l'humérus et du fémur. C'est des os qui sont beaucoup plus difficiles à immobiliser puis qui demandent la réalisation d'un type de bandage qui leur est propre, qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Pour la réalisation d'un bandage, ça vous prend du matériel spécifique. Habituellement, quand on sait qu'on va réaliser un bandage sur un patient, ce que je fais auprès de mon équipe, puis je vous recommande de le faire, c'est de leur demander de préparer à l'avance tout le matériel dans un cabaret ou sur une table maillot afin qu'il soit tout à disposition quand mon patient va être sédaté puis que je suis prête à réaliser mon bandage. Pour réaliser un bandage avec attelle pour immobiliser un membre pelvien, vous allez avoir besoin du ruban adhésif qui va vous servir à réaliser les étriers qui sont les bandes de ruban qu'on met de part et d'autre du pied quand on fait un bandage au niveau d'un membre pelvien et que lorsqu'on va avoir terminé notre bandage, ces bandes de ruban adhésif-là, donc les étriers, vont être retournées
de manière à maintenir le matériel de bandage sur le bout de pied et de limiter la descente de ce matériel à bandage. Donc, ruban adhésif, première chose. Vous allez aussi avoir besoin d'un abaisse-langue. L'abaisse-langue va être utile pour éviter que les deux bandes de ruban adhésif, vos étriers, se collent entre eux pendant la réalisation de votre bandage. Vous allez ensuite avoir besoin d'une couche primaire, qui est généralement de la ouate mince, d'une largeur adéquate et appropriée pour le patient chez qui vous allez immobiliser un membre. Vous allez ensuite avoir besoin de la cligne, généralement de la même largeur que votre ouate, puis d'un ruban de plâtre. Donc, il y a différentes largeurs de bandes de plâtre. Là aussi, c'est important de choisir une bande de plâtre qui est adaptée à notre patient. J'utilise du plâtre pour faire une attelle maison. Vous allez le voir pendant la présentation. L'objectif avec cette bande de plâtre-là, c'est qu'elle couvre, disons, le tiers environ du tour du pied. Donc, vous voulez vraiment le mettre sur la face latérale, mais éviter le plus possible que ça recouvre les côtés, parce que souvent, quand ça fait ça, la bande de plâtre là, qui recouvre un peu les côtés, ça va faire des frottements anormaux et ça peut causer des plaies par pression. Donc, vraiment, essayez qu'elle reste latérale, votre bande de plâtre, puis qu'elle ne dépasse pas sur les côtés, que ce soit au niveau, par exemple, du calcanéum ou au niveau de la crête tibiale. C'est deux endroits où je vois souvent des plaies par pression lorsqu'il y a une attelle maison qui est faite à l'aide de bande de plâtre. Donc, c'est à tenir en compte pendant la réalisation de votre bandage, puis à éviter. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin d'un bol d'eau ou d'un accès facile à de l'eau chaude. L'eau chaude est à favoriser. Ça permet à la bande de plâtre de s'activer puis de se durcir plus rapidement. Pour manipuler votre bande de plâtre, vous allez avoir besoin de gants. Les gants n'ont pas besoin d'être stériles, évidemment. Je vous conseille aussi de sortir une paire de gants pour votre assistant afin que votre assistant ou assistante ne mette pas plein de matériel là, de plâtre sur les doigts. Ça peut être long là, avant que ça parte. Finalement, on va avoir besoin de V-Trap, lui aussi de la même largeur que la ouate et la cligne dans la grande majorité des cas. Puis finalement, j'aime beaucoup recouvrir la portion distale de mon bandage avec une bande d'élastoplast. C'est un matériel qui est très durable, qui est difficile à endommager. Donc souvent, ça permet au bandage de rester propre plus longtemps. Donc, notre matériel a été préparé, notre patient a été sédaté. C'est maintenant le temps de réaliser votre bandage avec attelle faite maison. La première étape, c'est de mettre en place les étriers, donc les deux bandes de ruban adhésif de part et d'autre du pied, que vous allez ensuite coller sur un abaisse-langue le temps que vous réalisez votre bandage, ce qui va éviter que les deux bandes de ruban se collent entre elles, puis qu'après ça, ce soit très, très difficile là, de les décoller et donc de pouvoir les retourner pour éviter que votre matériel de bandage là, descende jusqu'au bout du pied de votre patient. Maintenant que vous avez positionné vos étriers adéquatement sur la portion distale de la patte, vous allez pouvoir commencer à appliquer la ouate de distale vers proximal pour commencer l'immobilisation de votre fracture. Donc, c'est important d'utiliser une largeur de ouate qui est appropriée pour vous permettre de bien l'appliquer tout autour de la patte. Il y a différentes choses à tenir en compte quand on applique de la ouate sur une patte. Premièrement, vous voulez la faire se superposer d'environ 50% de sa largeur à chaque tour. Donc, par exemple, si je fais un tour et que ça, c'est la largeur de mon tour, le prochain tour va venir comme ça ici, environ 50%, l'autre d'après comme ça ici. Donc, on a toujours une double épaisseur de watts, ce qui permet d'avoir un bon contrôle, dans le fond, sur l'épaisseur uniforme de la ouate au niveau de notre bandage. Il faut faire attention à ne pas avoir beaucoup de watts à certains endroits et très peu de watts à d'autres. Ça peut faire des points de pression de faire ça. Donc, souvent, quand je fais un bandage, j'essaie d'avoir peut-être une épaisseur de plus distalement que proximalement. Quand je fais ça, c'est dans une optique de cette épaisseur plus grande distalement va me permettre de retenir la ouate plus proximalement et donc mon bandage souvent descend moins rapidement quand on utilise cette astuce-là. C'est important de ne pas être excessif avec l'astuce. Par contre, comme je vous ai dit, si vous mettez trop d'épaisseur de ouate à un endroit, par exemple autour de la cheville, ça pourrait vraiment faire un point de pression à cet endroit-là, voire même faire collapser les vaisseaux, créer de l'œdème
on veut absolument éviter ça. Donc, on met bien de la ouate jusqu'en bas et jusqu'en haut. Quand vous faites un plâtre, petite parenthèse, vous voulez faire dépasser de la ouate par rapport à jusqu'où votre plâtre va se rendre, et distalement et proximalement, pour pouvoir à la fin de votre plâtre retourner la ouate pour limiter les frottements puis les points de contact et les chances de développer une plaie associée à votre plâtre. La ouate, on doit la mettre le plus serrée possible. C'est impossible de trop serrer de la ouate. C'est la seule couche de votre bandage pour lequel ce commentaire-là s'applique. Donc, la ouate, on la met le plus serrée possible. Si c'est trop serré, elle va déchirer. Donc, appliquez-la bien de manière assez soutenue. Puis ensuite de ça, il va falloir porter une attention particulière à la tension que vous allez mettre au niveau de la cligne, au niveau du vêtrable. Mais pour ce qui est de la ouate, il n'y a pas d'enjeu. On doit la serrer au maximum. Une fois que la couche de ouate est appliquée, on passe ensuite à la couche de cligne. Contrairement à ce que je viens de vous mentionner pour la ouate, la cligne, c'est tout à fait possible de l'appliquer de manière trop serrée. Donc, autant pour la cligne que pour le vêtrable, on va y venir tantôt, vous devez l'appliquer avec une légère tension. Ça ne doit pas être excessif, ça ne doit pas être trop lousse non plus. C'est très difficile de vous donner des guides autres que ça. C'est avec l'expérience qu'on finit par s'habituer à faire un bandage juste assez serré, mais pas trop. Dans le doute, si vous faites une couche puis que vous n'avez pas un bon feeling, votre animal est sédaté, c'est le moment de recommencer. Donc vraiment, évaluez chacune des couches au moment où vous les réalisez, pendant, après. Puis si vous avez un doute, enlevez ce que vous venez de faire, recommencez. Donc, on a appliqué nos étriers, on a appliqué notre ouate, on a appliqué notre cligne. Maintenant, on va réaliser notre bande de plâtre sur mesure pour immobiliser le membre pelvien de notre patient. Chez un chat, j'ai l'habitude d'utiliser une bande de plâtre en général de 1 pouce de large. Donc, j'utilise la bande de plâtre pour réaliser une forme en Z, comme vous voyez dans la vidéo. Je commence de distalement, je m'en vais vers proximalement, puis je retourne la bande de plâtre sur elle-même pour former un Z de cette manière-là. Puis ensuite de ça, je redescends à l'envers et je fais ça jusqu'à ce que j'ai utilisé soit toute ma bande de plâtre, soit que je trouve qu'il y a une bonne épaisseur, puis c'est assez, et là, à ce moment-là, je vais couper l'excédent. Dans la grande majorité des cas, j'utilise tout le rouleau. Comme je l'ai mentionné tantôt dans la section matériel, favorisez de mouiller votre bande de plâtre dans de l'eau chaude. Ça va l'activer plus rapidement, puis aussi, elle va durcir plus rapidement, donc vous allez attendre moins longtemps là, pour donner l'antécédent à votre sédation, puis réveiller votre patient. Une fois que la bande de plâtre est appliquée, on va ensuite passer à l'étape de remettre un petit peu de cligne par-dessus ça pour maintenir notre bande de plâtre, puis ensuite de ça, terminer notre bandage avec l'habillage externe. Donc, je réapplique une fine couche de cligne par-dessus mon attelle maison pour la maintenir bien en place sous le vêtrable et la cligne. Lorsque vous réalisez un plâtre complet, même si ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, j'ai un petit truc à vous mentionner. C'est très important que vous évitiez de faire des points de pression une fois que vous avez réalisé votre plâtre avec vos doigts. Un peu comme avec les couches de ouate. Les petits points de pression que vous pourriez faire là, avec vos doigts, c'est suffisant pour, avec
plusieurs semaines de bandage, aller faire un point de pression jusque sur la peau puis créer des plaies. Donc, je vois ça souvent, là, les gens font un plâtre puis après, ils sentent le besoin de comme le masser. C'est complètement inutile et surtout, ça peut être délétère pour votre patient. Donc, évitez de faire ce genre de manipulation-là. Une fois que votre plâtre est terminé, touchez-y plus, laissez-le durcir et vivre tel quel. Pour le V-Trap, c'est la même consigne qu'avec la cligne. On l'applique un peu serré, pas trop. C'est important aussi que ce soit pas trop lousse, là. Donc vraiment, on l'applique avec une légère tension. Une fois que ça c'est terminé, j'aime beaucoup utiliser une fine bande d'élastoplast dans la portion distale du bandage pour protéger cette portion-là qui est souvent soumise là, aux intempéries, à la litière dans le cas d'un chat. L'utilisation de l'élastoplast préserve la propreté du bandage plus longtemps. Habituellement, quand on fait un bandage au niveau d'un membre pelvien, ce qui est important à garder en tête, c'est de le faire dans une position le plus physiologique possible, voire même de donner un petit peu plus de flexion dans le tarse qu'une position physiologique là, en appui. C'est cette flexion-là dans le tarse qui va le plus vous aider à garder votre bandage en place le plus longtemps possible. Dans le cas d'un bandage qui mobilise une fracture de manière temporaire, la longévité du bandage est plus ou moins un enjeu. Mais si vous faites un bandage avec attelle pour faire guérir une fracture par coaptation externe, là, la longévité de votre bandage est importante. Donc, portez une attention particulière à bien préserver un angle de flexion d'au minimum 90 degrés pour le genou et le tarse. Puis, je vous recommande de même exagérer ce 90-là au niveau du tarse. Si jamais vous avez des questions à ce sujet ou que vous aimeriez nous référer à un patient avec une fracture, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous guider sur la bonne façon d'immobiliser temporairement la fracture puis de gérer votre patient.